Bien, donc nous reprenons, chers amis, et on est toujours dans les droits des associés. On est dans ce droit qui est le plus compliqué finalement à bien comprendre et à bien étudier. C'est le droit de participer aux décisions collectives. Je rappelle, pour ceux qui seraient perdus dans le plan, chapitre 3, les associés. On a vu la section première déjà en entier, les situations particulières qui affectent les droits sociaux, indivision, démembrement de propriété, droits sociaux, égalité d'époux, ça c'est fait. Section 2, les obligations et les droits de l'associé. Paragraphe 1er, les obligations, on a vu cela. On est dans le paragraphe 2, les droits de l'associé. On a vu le droit d'information et on est grand B, dans ce droit de participer aux décisions collectives. On a dit que c'était un droit fondamental et on a parlé du processus décisionnel. On a quasiment fini de dire ce que je voulais vous dire sur le processus décisionnel. J'ai dit hier que je prendrais une convocation de société et j'ai trouvé sur Internet assez vite une convocation, mais il y en a plein. Une convocation, c'est la brochure de convocation. Vous l'avez, j'ai fait un lien à partir de mon blog hier soir, donc brochure de convocation, voilà, à l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires d'une petite société, là encore, puisque c'est la modeste société EDF qui convoque son assemblée pour distribuer, enfin pour se demander notamment ce que l'on va faire sur, alors vous voyez, chiffre clé 2017, c'est une assemblée qui s'est tenue en mai 2018, chiffre clé 2017, on voit tout de suite qu'on a affaire à de la PME puisque on a un chiffre d'affaires assez modeste de, alors au début on le lit avec difficulté, 69 632 millions d'euros. Voilà. Donc on a 69 milliards de chiffre d'affaires et on va se demander ce que l'on fait du petit bénéfice de l'exercice. Et le petit bénéfice de l'exercice, il n'est que modeste, puisqu'il n'est que de 1,924 milliard d'euros. Voilà, donc bon, c'est une petite société qui a des problématiques de petite société. Je plaisante, bien sûr, c'est une de nos plus grandes sociétés. Et la convocation qu'elle fait, c'est une convocation, vous voyez, c'est une brochure avec un certain nombre d'éléments dedans. Il y avait deux points qui étaient intéressants pour notre cours. On verra plus en détail dans le fonctionnement de la société anonyme les questions précises d'information à communiquer aux actionnaires. Ce qui était intéressant, c'était deux choses. C'était l'aspect convocation, tout d'abord, et ça se rattache à ce qu'on a vu hier. C'est une convocation à une assemblée, donc c'est le président qui écrit aux actionnaires pour leur dire qu'il les invite à participer à l'assemblée générale. Merci. Qui se tiendra le mardi 15 mai 2018 à 10h, salle Pleyel à Paris. Bah oui, il faut forcément convoquer... Eh oh! Merci. Il faut forcément convoquer dans un endroit assez grand pour accueillir tout le monde. Et il indique déjà dans la convocation qu'on peut participer personnellement, soit, je cite, voter par Internet ou par correspondance, soit donner pouvoir à toute personne physique ou morale de votre choix. Et c'est donc ce qu'on évoquait hier. Ça, c'était un premier point important. Et le deuxième point important, ça recoupait ce qu'on a évoqué hier sur l'ordre du jour. Et c'était donc un ordre du jour très détaillé. Ce n'était pas juste approuver les comptes de l'exercice et décider ce qu'on fait du bénéfice. Là, vous avez quand même une grosse vingtaine de résolutions à titre ordinaire d'une part et de résolutions à titre extraordinaire d'autre part. C'est pour ça que c'est une assemblée générale mixte, parce qu'elle est à la fois ordinaire et extraordinaire. Elle va statuer sur des questions qui sont de la compétence de l'AGO, exemple, approbation des comptes et affectation du résultat, mais elle va statuer aussi sur des questions qui sont de la compétence de l'AGE. Elle va modifier les statuts sur certains points et elle va donner compétence au conseil d'administration pour faire un certain nombre d'opérations par ailleurs.
Donc, voilà un exemple, vous avez le lien directement, un exemple de convocation et d'ordre du jour à l'assemblée d'une société importante. Je trouve que c'est pas mal de voir comment ça se passe en pratique. Là, encore une fois, c'est pour une très grande société, donc c'est très formalisé. Pour des sociétés plus petites et particulièrement pour des SAS, vous aurez des choses qui seront beaucoup plus simples et vous pourriez avoir pour une SAS par exemple une convocation dont les statuts prévoient qu'elle se fera par SMS ou par mail. Ça pose des problèmes de preuve après. Est-ce que la personne qui n'est pas venue, est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas pu venir ou pas voulu venir elle, ou est-ce que c'est parce que vous n'avez pas adressé la convocation ? C'est plus sûr de faire ça avec des choses qui laissent des traces incontestables. Après, les questions du SMS ou du mail, c'est toujours compliqué. Est-ce que vous avez reçu le SMS ou pas ? Bon, voilà, c'est des questions pratiques qui peuvent se poser. Voilà pourquoi beaucoup de sociétés recourent soit à des publications dans des sources qui sont incontestables, soit recourent à la lettre recommandée pour se conserver une preuve au moins de l'envoi. Donc, ça c'était sur la convocation et donc on est toujours dans le processus décisionnel, mais je faisais un petit retour en arrière parce que hier on avait dit que je vous mettrais à disposition un document de ce type et voilà qui est fait, cela complète mon propos là-dessus. Maintenant, si on passe au vote lui-même, donc on a informé, on a convoqué, ou on a convoqué et informé plutôt. Donc on a dit aux actionnaires ou aux associés qu'il y avait une réunion, une assemblée, une décision collective qui allait se tenir et on leur a donné l'information relative aux décisions qui vont être prises ou non par cette assemblée. On vérifie que le quorum est bien présent, on l'a vu hier, on vérifie que le quorum est bien présent et on peut à ce moment-là procéder au vote, du moins à l'examen des décisions. Et on a dit hier que le vote, eh bien, c'était un vote positif, un vote négatif, et que dans les sociétés anonymes, mais en réalité dans les sociétés... La loi ne prévoit pas en réalité de vote d'abstention, mais vous pourriez avoir indiqué dans les statuts que, d'une SAS particulièrement, qu'il y a un vote d'abstention, ce qui fait que l'on ne regardera plus ensuite que les votes pour et les votes contre. Aujourd'hui, pour des décisions prises dans une société anonyme, un vote d'abstention, c'est un vote qui est non positif, et un vote non positif, c'est comme un vote négatif. Si on tenait compte vraiment de l'abstention, ça voudrait dire que ceux qui s'abstiennent, on considère que leur vote, eh bien, c'est comme s'ils sortaient de la réunion, mais il faudrait être sûr que s'ils sortent de la réunion, ils sont encore comptabilisés dans le quorum, parce que sinon le risque, c'est que si on fait comme s'ils étaient absents pour la décision, on n'est pas le quorum, et du coup, le résultat, c'est que on ne peut pas prendre la décision. Donc, certaines sociétés peuvent comptabiliser, donner un sens particulier à ce vote d'abstention. L'avantage, c'est quoi ? C'est que ça évite à un associé de prendre position sur une question. Aujourd'hui, ceux qui s'abstiennent, ils font peut-être ça pour ne pas vexer le dirigeant, mais en réalité, ceux qui s'abstiennent, c'est comme s'ils votaient non à la résolution qui leur est proposée. Donc, sur le vote, une première question, donc c'est le point numéro 3. Après, donc, dans mon plan, le droit de participer, droit fondamental. Deuxième point, le processus décisionnel. Troisième point, le vote lui-même. Plusieurs observations à voir avec vous. Premier point, le nombre de droits de vote. Et on en a déjà parlé un petit peu hier. On a dit que dans certaines sociétés, vous aviez un nombre de droits de vote qui était par action. Dans d'autres sociétés comme les coopératives, c'est un nombre de droits de vote qui est attaché, c'est chaque associé a un droit de vote.
Vous aviez dans Le Monde d'il y a quelques jours une tribune de l'économiste Thomas Piketty qui suggérait que pour les entreprises de médias, on passe du système, quand elles sont sous forme de société anonyme, du système actuel où celui qui a, je cite ses propos, apporté 1 milliard d'euros a 1 milliard de fois plus de pouvoir que celui qui a apporté 1 euro. Bon, mais c'est vrai que si on fait un système comme ça, ça veut dire que donner à quelqu'un la qualité d'associé, ça lui donne un pouvoir qui est potentiellement très grand dans la société, ça lui donne le même pouvoir que celui qui a apporté une somme gigantesque. Donc dans ce cas-là, il faut être sûr, si on veut un système comme ça, de contrôler vraiment les entrées, parce que quelqu'un qui entre avec une action a le même pouvoir que l'actionnaire majoritaire, qui n'est plus majoritaire en réalité, qui est un actionnaire parmi les autres. Donc, vous pouvez avoir un système qui est un droit de vote par action ou par part, ou un système qui est un droit de vote par tête d'associé, par personne d'associé. Vous avez quelques textes qui régissent la question. Je prends le texte sur les sociétés anonymes, par exemple. On vous dit quoi? On vous dit, c'est l'article L225-122. On vous dit la chose suivante. Sous réserve des dispositions des articles, puisque vous avez quelques exceptions, le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité de capital que les actions représentent, et chaque action donne droit à une voix au moins. Ça veut dire qu'en principe, si vous avez un capital social de 1 000 euros et que vous avez 1 000 actions à 1 euro, chaque action donne droit à un droit de vote. Et donc, si vous avez souscrit 500 euros, vous avez 500 actions, donc 500 droits de vote. Mais vous n'avez pas de système où les actions d'un tel lui donneraient 10 droits de vote et les actions de tel autre, un droit de vote seulement par action. Dans la société anonyme, c'est très réglementé. Dans les autres sociétés, c'est plus délicat. Dans les sociétés par action simplifiée, par exemple, on n'applique pas ce texte-là. Et du coup, on se demande, et certains font plus que se demander, certains franchissent le pas et décident que certaines actions donnent droit à des dizaines ou des centaines de droits de vote, alors que d'autres actions donnent droit à seulement un droit de vote. Où est-ce qu'il peut y avoir un problème? Est-ce que vous avez un réflexe, au vu de ce qu'on a évoqué hier, par exemple, qui fait que vous vous dites, c'est peut-être pas un super système? Oui, monsieur? À cause du quorum. Alors, c'est vrai que déjà, c'est compliqué, mais le quorum, il peut prendre en compte le fait que les actions donnent, pour certaines, énormément de droits de vote et d'autres non. Mais c'est vrai que si on a un quorum qui est prévu, c'est compliqué si ceux qui ont les actions qui donnent 40 droits de vote ne sont pas là. On a tous les autres, mais tous les autres, ils ne suffisent peut-être pas à dire qu'on a le quorum. Après, c'est compliqué parce que si on calcule la majorité sur les présents, ceux qui ont des actions à 40 droits de vote, ils avaient qu'à être là. Si on a dit qu'il faut avoir 20% des actions qui ont le droit de vote, sans donner plus de détails, ceux qui ont des actions avec un seul droit de vote par action, ils sont là, et donc on peut faire l'Assemblée. Tant pis pour ceux qui auraient pu tout bloquer avec leurs actions à 40 droits de vote. Où est le problème? Qu'est-ce qui peut gêner? Oui, mademoiselle? L'activisme actionnarial. C'est vrai que ces gens-là, on ne va pas leur donner... Enfin, ils sont dangereux. S'ils ont des actions... Enfin, je ne dis pas ils sont dangereux que nos amis activistes... mais voilà, quelqu'un dit ça serait dangereux qu'un associé ait la majorité à lui tout seul.
C'est là, en fait, on touche le problème. C'est pas, enfin, ça arrive qu'un associé ait la majorité à lui tout seul. Si je suis l'associé majoritaire, j'ai la majorité à moi tout seul. Est-ce que je peux prendre les décisions tout seul sans l'Assemblée? Non. Je dois, si on me dit, si la loi et les statuts me disent qu'il faut une assemblée pour modifier les statuts, je ne peux pas les modifier de chez moi en disant « Eh oh, les petits minoritaires, là, je voulais vous signaler que j'ai changé les statuts ce week-end. » Ah bon, d'accord, mais on n'était peut-être pas d'accord. Ouais, mais moi je suis majoritaire, quoi, donc c'est pas grave. Ok, merci monsieur. Bon, donc non, il faut une décision d'assemblée, et même si je suis majoritaire, je dois respecter ce formalisme qui est prévu par la loi, qui est prévu par les statuts. Mais, donc c'est pas gênant d'être majoritaire tout seul, ou d'avoir le pouvoir tout seul. Ce qui est gênant, c'est que si moi j'ai des actions à 40 droits de vote, j'ai 1 000 € d'actions, mais elles donnent 40 droits de vote par action. Et vous, vous avez 1 000 € d'actions à 1 droit de vote par action. J'ai apporté la même chose, mais j'ai 40 fois plus de pouvoir que vous. On peut dire, oui, mais c'est peut-être autorisé par la loi, par les statuts. On va en parler dans un instant. Où est le problème quand même? Quel est le droit qui est gêné? Droit de propriété, c'est vrai qu'on peut dire finalement votre propriété sur les actions ne vaut pas grand-chose ou votre pouvoir sur la société ne vaut pas grand-chose, mais c'est le droit qu'on a vu hier en réalité qui est gêné, c'est le droit de participer aux décisions collectives parce que avec vos actions à un droit de vote par action, vous n'êtes pas empêché de participer aux décisions collectives, mais quand vous votez, on vous écoute 40 fois moins que quand moi je vote. Donc on peut se dire que vous avez finalement un pouvoir, c'est quasiment comme des actions sans droit de vote. Alors non, c'est pas vrai, mais comme votre droit de vote compte 40 fois moins que mon droit de vote, on peut quand même se dire, il y a peut-être un problème avec vos actions, et je ne sais pas si j'ose mettre dans les statuts qu'il y a un rapport de 40 à 1. C'est peut-être beaucoup, mais je sais que des sociétés le font, donc voilà, ça existe. Alors, principe d'égalité entre les actionnaires, est-il fait observer sur mon petit écran? Principe d'égalité entre les actionnaires, on a dit qu'il n'y avait pas de principe absolu d'égalité, mais c'est vrai que dans la société anonyme, quand on vous dit que le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quantité de capital qu'elles représentent, ça veut bien dire que pour 1 000 € de capital, on a 1000 fois plus de droits de vote que celui qui a 1 € de capital. Donc ce n'est pas tant une forme d'égalité entre actionnaires, c'est une forme d'égalité entre actions ou de proportionnalité du capital, enfin des droits de vote, du pouvoir politique au capital. Ça, c'est dans la société anonyme, mais la SAS n'est pas soumise à ce principe. Vous avez une série d'exceptions qui sont apportées dans les sociétés anonymes, série d'exceptions à ce principe. J'en donnerai une qui existe et une qui existera bientôt sans doute. Une qui existe déjà, c'est les actions à droit de vote double. Les actions à droit de vote double, c'est quoi? C'est l'article L225-123 qui nous en parle. On nous dit « Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions peut être attribué par les statuts à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d'une inscription nominative depuis 2 ans au moins au nom du même actionnaire. » Donc, si vous êtes propriétaire d'actions depuis 2 ans, tout d'un coup, c'est génial, vous pouvez voter avec 2 fois plus de poids dans la société. Alors ça, on vous dit, ça peut être prévu par les statuts, et vous avez une loi de 2014, la loi Florange,
qui avait dit que dans les sociétés cotées, les droits de vote double sont de droit, sauf clause contraire des statuts adoptés postérieurement. Donc dans les sociétés cotées, en 2014, on a dit que la règle s'appliquait, mais il fallait prévoir qu'on la rejetait si on voulait la rejeter. Mais on a prévu que la règle était de principe. Dans les sociétés anonymes, la règle générale qui est posée, c'est il faut le mettre dans les statuts. Dans les sociétés cotées en bourse, on a dit que la règle s'appliquait de manière supplétive, sauf si les statuts décidaient de ne pas retenir cette règle. Ça a permis en 2014 à l'État, qui était actionnaire de beaucoup de sociétés cotées, de retirer de la trésorerie de manière assez importante, parce que l'État avait des actions qui sont devenues automatiquement actions à droit de vote double, et ça lui a permis, alors ce n'était pas le seul actionnaire qui bénéficiait de ça, mais dans des sociétés où il avait une part du capital social importante, ça lui permettait de revendre une partie de ses actions, puisque maintenant il avait doublé son pouvoir politique, donc pour maintenir son pouvoir politique, il n'avait plus besoin d'autant d'actions, et donc il pouvait vendre un certain nombre d'actions, et ça a permis de renflouer les caisses de l'État il y a quelques années. Donc vous avez ce système des actions à droit de vote double. Vous en pensez quoi de cette idée qui est que si on est là depuis plus de 2 ans, on a droit à un droit de vote double par rapport à celui des autres actionnaires? Oui? Alors, vous dites que quelqu'un, ça manifeste, si on est là depuis plus de 2 ans, on a un affectio societatis fort, on est investi dans la société, c'est une sorte de prime de fidélité, oui, c'est vrai. Est-ce que, l'idée se comprend bien, mais vous en pensez quoi sur les performances d'une société? De dire que ceux qui sont là depuis longtemps, ils ont une prime d'ancienneté, et dans les assemblées, les anciens, entre guillemets, lorsqu'ils parlent, leur vote est compté 2 fois plus que les nouveaux. Est-ce que c'est une bonne chose pour une société, pour une entreprise? Monsieur? Ça peut faire baisser le potentiel d'innovation. Alors, c'est vrai que quelqu'un qui arrive dans une société, un nouvel actionnaire qui veut prendre part à la vie de la société, il sait que les anciens, entre guillemets, le bloquent pendant un certain temps parce qu'ils ont plus de pouvoir que lui. Donc il faut qu'il attende d'être là depuis 2 ans pour pouvoir parler avec, à apport égal, un poids politique égal à celui des anciens. Donc ça peut décourager un investisseur de rentrer dans une société. Ça veut dire qu'on rentre, mais pendant 2 ans, on a 2 fois moins de pouvoir que les actionnaires les plus anciens. On peut considérer, alors c'est marrant parce que c'est du droit des sociétés, mais c'est aussi de la gestion des entreprises. Est-ce que c'est normal que les investisseurs les plus anciens, parce qu'ils sont là depuis plus longtemps, aient plus de pouvoir? Est-ce qu'il ne faudrait pas dire que cette règle est valable tant que la société est bénéficiaire, parce que ça veut dire que les actionnaires en place travaillent bien, prennent les bonnes décisions, mais quand la société est en difficulté, peut-être que la règle devrait cesser pour permettre que d'autres investisseurs puissent avoir leur mot à dire, ou que les actionnaires les plus récents puissent avoir leur mot à dire. Bon, on peut en discuter. En tous les cas, on voit que c'est une pensée qui n'est pas que française. Vous avez une directive, par exemple, européenne de 2017 qui retouche une autre directive. C'est des directives qu'on appelle droit des actionnaires. Et l'objet de ces directives, celle de 2017 en tous les cas, c'est de favoriser l'actionnariat de longue durée, c'est-à-dire le fait que des personnes qui sont actionnaires de la société restent actionnaires pendant un certain temps,
difficile de dire de manière absolue que c'est bien ou pas bien d'avoir des actionnaires de longue durée. Ce que l'on peut dire, c'est que avoir des actionnaires qui ne restent là qu'un instant très bref, c'est certainement dangereux pour la société. Avoir des actionnaires qui restent là pendant des décennies, ça peut être aussi dangereux pour la société parce qu'effectivement, ça peut l'empêcher de changer d'état d'esprit et peut-être que des décisions ne seront pas prises par des personnes qui n'ont finalement connu que la société et ont une idée qui ne bougera pas de ce que doit être son activité. Mais vous avez une autre création de la loi Pacte, c'est ce qu'on appelle le fonds de pérennité. Alors, il ne s'appelle plus que fonds de pérennité aujourd'hui. C'est l'idée que des actions d'une société pourront être apportées à un fonds qui va du coup garder les actions par hypothèse pour toujours et donc éviter que quand les actionnaires décèdent, ce soit leurs héritiers qui récupèrent les actions et qui ne sauront pas comment gérer la société ou qui n'auront pas envie de continuer l'activité de la société. Donc ça, c'est une nouveauté qui est dans la loi Pacte. Bon. Ce que je voulais simplement... Donc je vous ai dit que sur ce principe « une action, une voix », il y a une dérogation, c'est le droit de vote double. Il y a une autre dérogation, j'ai dit, qui existera bientôt, c'est là aussi dans la loi Pacte, c'est le fait qu'on envisage que les actions de préférence, c'est une chose qu'on verra c'est une chose qu'on verra au deuxième semestre, mais je vais quand même en toucher un mot, les actions de préférence, on envisage qu'elles puissent consentir dans les sociétés non cotées des droits de vote multiples. Aujourd'hui, vous avez une institution qui existe, qui est les actions... Oui ? Le fonds de pérennité, c'est une institution de la loi Pacte qui permettra de mettre des actions d'une société dans une sorte de boîte fermée. Les actions seront détenues par un fonds qui ne pourra pas les céder ou qui ne pourra les céder que de manière très restreinte. Et ça garantira, vous êtes salarié d'une société, vous êtes peut-être inquiète parce que vous vous dites, mais le jour où Dondero, qui est l'actionnaire unique de la société, et le PDG meurent, eh bien ces héritiers auront les actions, mais n'auront peut-être aucune envie d'être actionnaires à sa place. Et ils vont vendre les actions à n'importe qui, ou ils vont ils vont dissoudre la société. Et là, vous vous dites, mais moi, je vais perdre mon travail. Et donc, pour que les grandes entreprises ne soient plus, fragilisées par le fait que leurs actionnaires sont des personnes physiques qui peuvent changer parce qu'ils décèdent et que leurs héritiers n'ont pas le même état d'esprit, on peut dire que l'idée du fonds de pérennité, c'est de créer une espèce d'actionnaire éternel qui sera ce fonds, et on lui remettra une partie des actions de la société, et comme ça on est sûr que lui ne disparaîtra jamais, ou qu'il durera en tous les cas plus longtemps que les personnes physiques. Ça pose toute une série de questions juridiques, notamment les questions de réserve successorale. Est-ce que c'est normal que je spolie mes héritiers en donnant à un fonds les actions qu'ils auraient dû recevoir? Mais voilà, ça c'est quelque chose qui est dans la loi Pacte, et à un moment donné, on peut se demander si on préfère la stabilité des entreprises ou les droits des héritiers. L'autre chose que j'évoquais, c'était le fait que dans le projet de loi Pacte également, on envisage d'autoriser les actions de préférence à droit de vote multiple. C'est-à-dire que dans les sociétés par action, on a déjà la possibilité de faire des actions dites de préférence qui donnent des droits particuliers. Exemple, plus de droits aux bénéfices que les autres actions. Exemple, un droit d'information accru sur certaines opérations de la société. Ça, c'est quelque chose qui existe déjà.
Mais est-ce qu'on peut faire des actions qui donnent des droits de vote multiples, des actions de préférence qui donnent 10 droits de vote? Dans les sociétés anonymes, la réponse est non aujourd'hui, parce qu'on a le texte L225-122 dont j'ai déjà parlé. Dans les SAS, on hésite. Avec la modification que la loi Pacte, on hésite parce qu'on se demande si le texte sur la SA ne serait pas quand même applicable par renvoi au SAS. Mais avec la modification qu'envisage le projet de loi Pacte, on autorisera dans toutes les sociétés par action non cotées des actions de préférence qui donneront plusieurs droits de vote, donc plus que 2 droits de vote, plus que le droit de vote double qu'on a aujourd'hui dans les SA et qui n'est pas rattaché aux actions de préférence, qui est rattaché à une clause des statuts qui dit quand vous êtes actionnaire depuis plus de 2 ans, les actions que vous détenez depuis plus de 2 ans donnent un droit de vote double. Voilà. Donc, on a un principe de proportionnalité du droit de vote au capital, mais un principe qui connaît déjà des exceptions et qui en connaîtra d'autres. Ça, c'était sur le nombre de droits de vote. Et il y a aussi une institution que je vous signale, c'est l'article L225-125 cette fois-ci. C'est la possibilité de plafonner les droits de vote. On vous dit, les statuts peuvent limiter le nombre de voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées, sous la condition que cette limitation soit imposée à toutes les actions sans distinction de catégorie, autre que les actions à dividendes prioritaires sans droit de vote. Donc on peut dire dans les statuts qu'aucun actionnaire ne peut avoir plus de 10% des droits de vote, quelle que soit la part de capital qu'il détient. Exemple, les statuts de la société totale, on vous dit, en assemblée générale, donc c'est l'article 18 que j'ai mis en ligne dimanche, on vous dit, en assemblée générale, aucun actionnaire ne peut exprimer par lui-même et par mandataire, au titre des droits de vote simples attachés aux actions qu'il détient directement ou indirectement et aux pouvoirs qui lui sont donnés, plus de 10% du nombre total des droits de vote attachés aux actions de la société. Donc, personne n'aura à un moment donné entre ses mains plus de 10% des droits de vote qu'on peut exercer en assemblée. Ça veut dire que ces droits de vote, si j'ai 15% des actions de la société, eh bien, je n'aurai jamais que 10% des droits de vote. Ça veut dire qu'il y a 5% des droits de vote qui sont considérés comme neutralisés en réalité. Ça, c'est la clause de plafonnement qui est autorisée par, on peut le prévoir dans les statuts, et vous le voyez, on l'a ici dans une société qui est une société très importante, puisque c'est une société cotée en bourse, c'est la société Total. Oui ? Pardon ? Ça peut se détourner avec une convention de portage, effectivement. J'ai acheté 20% des actions. Ah, ça m'ennuie quand même d'avoir que 10% des droits de vote. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais céder officiellement 10% de mes actions à une autre personne qui va se présenter à l'Assemblée comme étant parfaitement autonome par rapport à moi, sauf qu'en réalité, cette personne, eh bien, avant chaque Assemblée, elle me dit « Monsieur Dondero, comment on vote aujourd'hui ?» Et je lui dis bah, « Écoutez, vous n'avez qu'à faire comme moi, hein, quand je dirai je vote oui, vous votez oui. » Bon, voilà. Après, il y a des personnes qui sont en mesure, enfin, si vous regardez l'Assemblée et si le vote n'est pas à bulletin secret, vous avez la possibilité de regarder si, un peu comme les votes des députés à l'Assemblée nationale, vous pouvez aussi regarder s'il n'y a pas un comportement de suivisme qui fait que quand un actionnaire vote d'une certaine manière, il est toujours suivi par d'autres. Et peut-être qu'un jour, vous pourrez établir qu'en réalité, la clause a été, il y a eu une fraude à cette clause parce que telle personne a cédé, mais vous aurez peut-être un jour entre les mains la convention. Alors oui, c'est une convention de portage en réalité. Ouais. Du coup, la sanction
La sanction, ça serait, dans ce genre de situation, ça serait la sanction de la fraude, donc c'est la sanction que le juge retiendra. Oui, ça pourrait être la nullité des votes qui ont été exercés en fraude de la limitation statutaire. Vous avez un article, je crois que c'est L235-2-1 ou -1-2 qui dit que, et une cause de nullité, le non-respect des règles attachées au droit de vote, on peut cette cause de nullité. Sur le vote toujours, la question des conventions de vote. C'est quelque chose dont on parle assez peu. C'est pas dans la loi, les conventions de vote, mais c'est dans la pratique des sociétés. Et vous en verrez sans doute assez vite. On est toujours dans le vote lui-même. C'est le point numéro 3, je vois ceux qui sont perdus, dans le grand B. Et donc, après le nombre de droits de vote, j'évoque la problématique des conventions de vote. C'est quoi la problématique? Quelqu'un demande pardon. Quand un associé est une personne morale qui exerce le droit de vote? Bonne question. C'est pas la personne morale parce qu'elle n'existe pas, donc c'est forcément un représentant personne physique. C'est soit les dirigeants de la personne morale, soit une personne à laquelle les dirigeants ont donné le pouvoir. Ça peut être un salarié de la personne morale ou ça peut être, on en discute parfois, mais ça devrait pouvoir être un mandataire. Le dirigeant va dire à une personne « je vous donne pouvoir d'agir en mon nom lors de l'assemblée de la société Intel, dont notre société, le fonds d'investissement Dondero, détient 15% du capital. » Donc c'est soit le dirigeant lui-même, Monsieur Dondero, président du fonds Dondero, c'est peut-être lui qui est le jour de l'assemblée dans la salle, qui va lever la main pour dire s'il vote pour ou contre et qui va prendre la parole en disant « Vous savez, notre fonds d'investissement, on a des actionnaires et ils se posent des questions sur la stratégie de la société dans laquelle on a investi. » Voilà. Mais ça peut être aussi un salarié, tout simplement, ou un mandataire, enfin en tous les cas, quelqu'un à qui le président a donné pouvoir d'exercer cette fonction d'agir au nom du fonds d'investissement Dondero le jour de l'Assemblée. Donc ça, c'est pour le cas d'une personne morale, effectivement. Vous avez de la jurisprudence, notamment un arrêt du 5 juillet 2017 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, commenté sur mon blog sur le sujet. Les conventions de vote, c'est quoi? C'est des accords, ça se rattache au pacte d'actionnaires, en réalité. Ça se rattache à la problématique des pactes d'actionnaires. C'est un contrat entre plusieurs associés ou plusieurs actionnaires qui se mettent d'accord sur la manière dont ils voteront en assemblée. C'est des conventions qui, d'un côté, sont assez fréquentes, sous des formes très formalisées, des contrats signés par tout le monde, rédigés par des avocats, ou sous des formes plus informelles. Forme plus informelle, c'est pas très heureux, mais en tous les cas, vous comprenez ce que je veux dire. Ça peut être un accord verbal, ça peut être quelque chose qu'on décide juste avant l'Assemblée. Si vous votez pour mes candidats administrateurs, moi je vote pour vos candidats administrateurs. Ça, c'est une forme de convention de vote. Bien sûr, il faut faire attention parce qu'on vote pour mes candidats, vous votez pour mes candidats, et puis au moment de voter pour vos candidats, j'ai changé d'avis finalement, et c'est bien qu'on ait nommé administrateur mes candidats, mais les vôtres, je les ai un peu mieux regardés, et je me dis que finalement, je ne suis pas sûr de leur faire confiance, donc je vais plutôt voter pour d'autres gens. En tout cas, je vais voter non quand on va proposer leur candidature. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord par contrat sur la manière dont on va voter? Le vote par procuration, on en parlera plutôt dans le droit spécial, mais j'en touche un mot juste après. Sur les conventions de vote, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le sens dans lequel on va voter?
Dans le cas de Total, ça paraît difficile. Pourquoi? Parce que, en gros, le statut dit pas plus de 10% sont exercés par un actionnaire. Voilà, mais c'est un actionnaire tout seul. Oui, mais du coup, si j'ai une convention en rémunérant... Ça, c'est une très bonne observation. Si je me mets d'accord avec d'autres, on a l'impression finalement que ce n'est pas un actionnaire tout seul, c'est plusieurs actionnaires. Mais après, ce n'est pas évident de déterminer. La clause dit « Aucun actionnaire ne peut exprimer par lui-même et par mandataire ». Donc, je ne peux pas voter, je ne peux pas avoir plus de 10% si je vote avec mes actions à moi et avec les actions que d'autres actionnaires m'ont demandé. Ils ne peuvent pas venir à l'Assemblée ce jour-là, où ils considèrent que je vais mieux voter qu'eux. Et donc, ils m'ont donné mandat de voter en leur nom. Je ne peux pas avoir plus de 10% en additionnant mes actions et les actions de ces personnes qui ont fait de moi leur mandataire. Mais en revanche, on ne me dit rien, je peux me mettre d'accord, mais c'est vrai qu'on se dit, est-ce que la convention de vote, elle est conforme à cette clause de plafonnement? Oui. On pourrait dire que c'est un mandat déguisé, et souvent ce type de convention, ça prend la forme d'un mandat. Pour être sûr qu'il ne va pas y avoir le truc que je décrivais tout à l'heure, qui est je change d'avis juste avant de voter, ou je vote contre vous sans que vous puissiez savoir comment j'ai voté. Oh, dis donc, vous avez 0 voix. C'est bizarre, moi j'avais voté pour vous, pourtant, peut-être la machine qui a mal dû comprendre. Oh, c'est bête ces machines, c'est dommage, mais vous verrez, dans 6 exercices, quand on nommera de nouveaux administrateurs, vous aurez à nouveau votre chance. Faites-moi confiance. Bon, désolé, je pars au conseil d'administration, il faut qu'on aille décider mes jetons de présence, combien on m'en attribue. Oui, bon, bref. Donc, effectivement, on pourrait considérer qu'une convention de vote, ça porte atteinte à une clause de plafonnement. Mais on pourrait dire aussi, il y a un argument qui est important pour les juristes. Il y a une manière de raisonner qu'on apprend trop peu et qui est l'interprétation restrictive des exceptions. Je trouve que c'est une règle sur laquelle on devrait passer plus de temps, parce qu'elle permet souvent de trouver, alors pas forcément la solution la solution absolument certaine, mais elle permet d'avoir une idée quand même du sens dans lequel il vaut mieux aller. On a envie de dire que, je suis d'accord avec vous, qu'une convention de vote, c'est une atteinte au plafonnement. Si on est 3 avec 10% à se mettre d'accord sur comment votent nos 30%, on est peut-être en train de porter atteinte à cette clause de plafonnement. Mais la clause de plafonnement ne vise pas le cas de 3 personnes distinctes, elle vise le cas d'une personne toute seule et du mandat que lui donnent d'autres personnes. Mais 3 personnes toutes seules qui se mettent d'accord, ça n'est pas une hypothèse visée par la Convention, par la clause de plafonnement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour choisir la voie vers laquelle aller? Et cette voie serait, on autorise les 3 actionnaires, tant qu'aucun ne représente 10% tout seul, on les autorise à se mettre d'accord sur leur vote. Même si je suis d'accord, il y a un moment où c'est gênant au regard de la clause de plafonnement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à partir du principe selon lequel on interprète les exceptions de manière restrictive? Je crois que je vous ai assommé. Si on dit qu'on interprète les exceptions de manière restrictive, ça veut dire qu'il y a le principe qu'on interprète largement et les exceptions, on les interprète de manière restrictive. Donc si une exception prévoit quelque chose, ce quelque chose, on ne l'étend pas au cas similaire. Le plafonnement des droits de vote, est-ce que c'est le principe ou est-ce que c'est l'exception? Le plafonnement, c'est l'exception.
Le principe, c'est que l'associé a le droit de participer aux décisions collectives, et le principe, c'est que chaque action donne droit à une voix. Ce n'est que parce que la loi l'autorise, que la loi admet qu'au-delà d'un certain nombre d'actions, on puisse dire « désolé, au-delà de 10%, vos actions ne s'expriment plus ». Alors vous pouvez toujours rentrer, hein, même avec votre valise, avec toutes vos actions dedans, mais au bout de 10%, vous n'agissez plus sur la décision. Et donc on pourrait dire que si la clause de plafonnement, c'est l'exception, il faut l'interpréter de manière restrictive, et donc on ne l'applique pas au cas où plusieurs actionnaires se réunissent pour voter dans le même sens. Elle permet de limiter le droit de vote d'un actionnaire tout seul, mais pas le droit de vote de plusieurs actionnaires qui, certes, se sont mis d'accord, certes, se comportent comme s'ils étaient une seule et même personne, sur certains votes en tous les cas, mais parce que le principe c'est le droit de vote et l'exception c'est le plafonnement, l'exception doit être interprétée restrictivement. Si la loi autorisait à l'étendre au cas où plusieurs actionnaires se sont mis d'accord, là, j'aurais pas de problème. Mais dans la mesure où c'est une exception et qu'elle ne prévoit pas ce cas particulier, il me semble qu'il est difficile de l'appliquer au cas des 3 actionnaires qui se mettent d'accord. Sauf, quel est quand même l'argument qu'il nous reste? La fraude. Sauf si, en réalité, les 3 actionnaires ne sont pas 3 actionnaires autonomes, mais sont un actionnaire qui a partagé son lot d'actions entre plusieurs personnes parce qu'il avait 30% des actions et qu'il veut continuer à exercer 30% des droits de vote en dépit de la clause et qu'il veut contourner la clause alors que celle-ci est licite, mais qu'il ne le fait pas en la violant directement en disant « je vote avec 30%, il le fait en la contournant, en écartant l'application, en disant « désolé, elle ne s'applique qu'au cas où une personne a 30%, mais lui, avec le système de mandat qu'il a mis en place, c'est comme s'il avait toujours ses 30%. » D'accord? Oui? Est-ce que vous faites l'interprétation restrictive de l'exception en disant qu'en fait c'est l'esprit de la clause statutaire qui permet justement de... Quand la question de l'esprit plus fort que la lettre, c'est une règle d'interprétation. Mais cette règle d'interprétation, me semble-t-il, doit s'incliner devant la règle qui est les exceptions s'interprètent de manière restrictive. Voilà. Mais ces questions qui sont assez simples et assez fondamentales, elles sont au cœur de débats gigantesques. Vous allez avoir une très grande société. Ce que vous évoquez, plusieurs personnes qui ont une convention de vote et qui du coup veulent contourner la clause de plafonnement, ça peut tout à fait se rencontrer dans la vraie vie. Et donc c'est pas ce que je suis en train de dire est loin d'être théorique. Et vous allez, en tant qu'avocat, en tant que juriste d'entreprise, vous retrouver à devoir donner votre opinion sur ce genre de schéma. Donc, les conventions de vote, c'est des accords par lesquels des actionnaires ou des associés décident du sens dans lequel ils vont voter. Est-ce que c'est quelque chose qui est à regarder de manière, enfin, à regarder avec défaveur ou à regarder de manière plutôt favorable? Qu'est-ce que vous en pensez d'une convention qui dit déjà comment l'actionnaire va voter? Je suis désolé, hein, je pose des questions qui ne sont pas simples ou qui n'appellent pas une réponse oui. Je vois que vous avez mis votre bonnet pour répondre, mais je vous reconnais quand même. Oui, allez-y. Alors, vous vous dites, c'est une bonne chose la convention de vote parce qu'elle permet à des actionnaires de se rassembler et d'exercer un pouvoir ensemble, d'exercer finalement, alors, l'expression qui revient assez vite, c'est d'avoir un noyau dur, d'avoir un bloc d'actionnaires qui peut peser de manière... C'est sûr que c'est mieux
de savoir que tous les actionnaires du groupe que nous sommes vont voter dans le même sens, plutôt que de croiser les doigts avant chaque vote en se disant « oh, j'espère qu'ils pensent comme moi », c'est bien d'avoir pu organiser ça. Et ça semble même la moindre des choses de pouvoir se mettre d'accord à l'avance de pouvoir coordonner son action, plutôt. Ou est-ce que c'est dangereux, en revanche? Parce que les actionnaires ont le droit de participer, et si celui qui est d'accord en arriver, c'est Exactement. L'actionnaire ou l'associé a un droit fondamental qui est le droit de participer aux décisions collectives, mais ça veut dire le droit de voter dans le sens qu'il souhaite. Et si, avant d'entrer à l'Assemblée, il a déjà donné son accord, s'est déjà engagé à voter, alors oui, aujourd'hui, on pense quoi de ça? Alors, je regarde la fiche qu'on m'a faite, alors ça, je suis d'accord parce que je trouve que c'est une bonne décision qui va dans le sens de l'intérêt social. Bien. Maintenant, est-ce qu'on nomme M. Dondero comme dirigeant? Je ne sais pas. Non, Dondero... si, pardon. Dondero est un excellent dirigeant pour... Bon, voilà. Donc, on comprend, au-delà de la caricature, on comprend que cela porte atteinte au droit de l'actionnaire d'exercer librement son vote en assemblée. Mais ce n'est pas évident de donner une réponse tranchée. D'un côté, oui, on peut se dire c'est normal que les actionnaires veuillent coordonner leur droit de vote. De l'autre côté, on se dit oui, mais est-ce qu'un actionnaire, s'il a des actions, ne doit pas rester libre de ses mouvements? C'est quoi la boussole, sans doute, pour régler ce genre de situation? Je donne un indice. Qu'est-ce que tout le monde doit rechercher? Mon augmentation de 300% de ma rémunération de dirigeant, oui, je sais, ça fait beaucoup, mais vous savez, c'est bon pour l'intérêt social, parce que la société, avec ça, elle va être beaucoup mieux dirigée. Quand les clients me verront arriver avec ma très grosse voiture, ils vont tout de suite acheter beaucoup plus. Bon. Donc l'intérêt social, c'est sans doute ce qui doit être regardé, et sans doute que, dans une certaine mesure, c'est bien pour la société que les actionnaires puissent coordonner leur vote, mais il y a un moment où l'intérêt social a intérêt précisément à ce que les actionnaires retrouvent leur liberté. Dondero est le pire des dirigeants. Ça fait 3 ans qu'il est à la tête de la société, il la ruine. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas le révoquer, parce qu'il y a une convention entre les 2 premiers rangs, là, c'est les associés majoritaires de la société, enfin à vous tous, vous avez tous 3-4%, à vous tous, vous êtes un bloc d'associés majoritaires, et vous avez signé avec Dondero une convention, moi aussi, j'ai 8%, on a signé ensemble un accord qui dit que vous ne voterez pas ma révocation, vous ne me nommerez président et vous ne voterez pas ma révocation avant que avant, 6 exercices par exemple. Et on comprend bien que si je suis un très mauvais dirigeant, l'intérêt social commanderait qu'on déchire cette convention de vote, et c'est là que le droit ne donne pas, les textes ne donnent pas une réponse absolue. Les textes, il y a un texte et il y a de la jurisprudence citée sous ce texte. Le texte en question, c'est un texte pénal qui n'est quasiment jamais appliqué. C'est l'article L242-9 du Code de commerce. Il nous dit quoi? Il dit qu'il est puni d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 9 000 €. 2 ans de prison, je crois que ça fait beaucoup. 9 000 €, on se dit, quitte à choisir, je pense que le choix est vite fait, mais bizarrement, on a cette infraction qui prévoit une peine d'emprisonnement lourde et une petite amende pour ceux qui font quoi? Premièrement, le fait d'empêcher un actionnaire de participer à une assemblée d'actionnaires, conseil que je donne à peu près à chaque fois qu'on voit ce texte.
vous avez des parents qui veulent vous empêcher de sortir et de prendre la voiture, vous achetez une action d'une société et vous leur dites « Chers amis, excusez-moi, mais je dois sortir et 2 ans de prison pour vous, j'appelle la police si vous m'empêchez d'aller participer à l'assemblée qui se tient ce soir. » Comment? Oui, dans une boîte de nuit, mais oui, tout à fait, c'est un de mes amis qui a fait une société et elle tient ses assemblées. Elle en tient régulièrement d'ailleurs, tous les vendredis soirs à partir de minuit, et oui, voilà. Bon, donc, ça c'est une chose, mais le fait, troisièmement, donc 2 ans de prison et 9 000 € d'amende pour le fait de se faire accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou ne pas participer au vote, et le fait d'accorder, garantir ou promettre des avantages. Donc, celui qui dit « Je veux bien 10 € par action qui vote pour vous nommer président ». Moi, j'ai 1000 actions. Si vous voulez qu'à l'Assemblée, je vote pour vous comme administrateur, pas de problème, ça vous coûtera simplement 10 000 € puisque j'ai 1000 actions. Pour un peu plus, je peux même faire un petit discours avant de voter pour dire que vous êtes le meilleur dirigeant qu'il nous faut, que nous puissions avoir. Celui qui demande ça et celui qui donne les 10 000 € partent main dans la main en prison, puisque on vous dit que c'est 2 ans de prison. Ce texte n'est, à ma connaissance, jamais appliqué, mais sur le papier, on vous dit que demander des avantages pour voter dans un certain sens ou ne pas voter, c'est un délit, et manifestement un délit assez grave. Il n'empêche que des milliers de conventions de ce type existent, des milliers de conventions de ce type existent qui prévoient que on se met d'accord sur qui seront les administrateurs de la société. Et on se met d'accord pourquoi? Parce que on va voter d'abord pour les administrateurs du groupe A, puis pour les administrateurs du groupe B, et tout le monde dit dans la convention entre les gens du groupe A et les gens du groupe B que tout le monde va voter d'abord pour les administrateurs groupe A, puis pour les administrateurs groupe B. Donc, on est vraiment là-dedans. Si on veut aller embêter les gens qui font ces conventions, on pourrait leur dire, vous savez que c'est puni de 2 ans de prison. Mais, je dirais que ce texte est tombé en désuétude. Ce texte pourrait à la rigueur s'appliquer dans l'hypothèse où on a écrit qu'on recevait 10 € ou 50 € par action qui vote dans un certain sens. Mais si on a dit, on fait une convention ensemble pour déterminer comment on veut exercer nos droits d'actionnaire ensemble, il me semble qu'on est à l'abri de la sanction pénale qui est prévue par ce texte. Il n'empêche que la jurisprudence, alors elle est citée dans le Code des sociétés d'Alloz, sous l'article L225-122, la jurisprudence a quand même ajouté, a quand même posé des conditions pour qu'une convention de vote soit valable. Ces conditions, c'est quoi? Il y en a, on peut en retenir 4. Il y en a qui sont plus importantes que les autres. La condition essentielle, c'est qu'il ne faut pas que la Convention porte une atteinte excessive au droit de vote. Donc on ne peut pas renoncer pour toujours et pour toute décision à sa liberté de voter. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, c'est moi qui la formule, pas de rémunération directe, mais parce que l'article L242-9 existe quand même encore et qu'il doit quand même avoir un sens, me semble-t-il. Troisième condition, la convention ne doit pas être contraire à l'intérêt social. Ça, c'est la jurisprudence qui le dit. Et dernière condition,
la convention ne doit pas réaliser une fraude. C'est pour vous répondre, monsieur, à votre observation de tout à l'heure, que la jurisprudence a ajouté cette observation-là, parce que sinon on se dit que, bah oui, toute convention, la fraude corrompt tout, donc rien pour être valable ne peut comporter l'idée de fraude. Eh bien là, la jurisprudence l'a quand même expressément précisé. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'il ne faut pas se dessaisir complètement de son droit de vote. Après, ça veut dire, comment ça se traduit ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire des conventions très prudentes, disant que quand même, si on a envie, on peut demander à voter. Je crois que cette condition, elle veut dire que l'actionnaire ou l'associé reste toujours libre de voter comme il le souhaite. Il y a une prérogative fondamentale, c'est le droit de participer aux décisions collectives et de voter. On peut prendre un engagement de voter pour vos administrateurs, par exemple, mais si je considère que vos administrateurs sont de mauvais dirigeants et qu'ils vont couler la société, je vais vous répondre, je dois pouvoir reprendre ma liberté. Donc il me semble que quand la jurisprudence nous dit que la convention ne doit pas porter une atteinte excessive au droit de vote de l'associé ou de l'actionnaire, cela doit se traduire plutôt comme l'associé ou l'actionnaire peut reprendre sa liberté si l'intérêt social le commande, plutôt que de dire qu'il faudrait que seules certaines décisions soient couvertes par la convention. Est-ce qu'il y a une faute qui est attachée au non-respect de la Convention ? Imaginons que j'ai pris l'engagement de voter pour vous comme administratrice, parce que vous avez pris l'engagement de voter pour moi comme administrateur. Il y a 3 ans, vous avez exécuté la Convention, vous avez voté pour moi. Maintenant, il est temps de voter pour un nouvel administrateur et vous attendez que je vote pour vous. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas parce que je dis, mais moi j'estime en tant qu'actionnaire que l'intérêt social commande plutôt que ce soit un autre dirigeant que vous. Ce qui est sûr, c'est que la décision prise par l'Assemblée n'est pas nulle du fait que je n'ai pas respecté notre accord que j'avais pris en dehors du cadre de la société. En revanche, peut-être que on peut rechercher ma responsabilité parce que j'ai pris un engagement envers vous, et cet engagement, qui était de voter pour vous, je ne le respecte pas. Mais quand je dis peut-être qu'on peut rechercher ma responsabilité, le préjudice, on le voit bien pour vous. Le préjudice, c'est vous n'avez pas été nommée administratrice. Mais dans le même temps, si je peux prouver que vous auriez mal dirigé la société et que vous auriez été révoqué assez vite, avec peut-être une action en responsabilité contre vous à la clé, j'ai rien contre vous, vous serez peut-être une bien meilleure dirigeante que moi, mais ce que je veux dire par là, c'est que le préjudice lié au non-respect de la Convention, si respecter la Convention, ça aurait conduit à couler l'entreprise, le juge ne va pas dire « bah oui, il y a des dommages et intérêts très importants ». Ma position en tant qu'auteur du droit des sociétés, c'est plutôt de dire on devrait pouvoir tout mettre dans les conventions de vote, mais en revanche, leur inexécution peut être sanctionnée, mais ça suppose qu'on regarde s'il y a un vrai préjudice lié au non-respect de la convention de vote. D'autres auteurs considèrent que le respect de cette prérogative fondamentale de l'associé fait qu'une convention de vote ne doit avoir qu'un objet limité, une durée courte, ne porter que sur certaines résolutions, certaines décisions. Ça, c'était sur les conventions de vote. Dernier point que je vais voir avec vous sur le vote, c'est une question qui est une question importante, mais qui a sa source dans la jurisprudence, c'est la question des abus du droit de vote.
c'est quoi l'abus du droit de vote? Vous connaissez l'abus de droit. C'est quoi l'abus de droit? Vous l'avez vu en cours d'introduction au droit. C'est comme la fraude, ça fait partie des correctifs. Oh, il abuse. Il abuse de son droit. C'est quoi il abuse de son droit alors? J'utilise mon droit pour nuire à autrui. C'est le fameux arrêt avec l'histoire des dirigeables, là, vous savez, 1915, Clément Bayard, c'est la guerre, mais il y en a qui s'amusent à faire du dirigeable chez eux le week-end et qui passent au-dessus du voisin. On imagine toujours assez bien cette scène où voilà, c'est le repas, la table est dressée dans le jardin et puis tout d'un coup il y a une grosse ombre qui passe au-dessus et puis plaf, un gros sac de sable sur la table, sur le poulet rôti. Ah, désolé, hein, ouais, pas de problème. Hein, voilà. Donc un jour le voisin en a marre, il va chez Brico Dépôt et il revient avec des tiges très longues et il accroche aux tiges des pointes, ce qui fait que le voisin, quand il rentre avec son dirigeable, voilà, il reste coincé et accroché aux tiges. Et voilà, bon, peut-être qu'au bout d'un moment, c'est gênant. Qu'est-ce que vous faites là-haut? Vous avez un problème? Voilà. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Par principe, oui, parce que c'est ma propriété. Donc, sur mon terrain, je peux faire ce que je veux. Et si je veux planter des hallebardes sur mon terrain, je peux le faire. Mais, si j'utilise mon droit exclusivement ou très majoritairement pour vous causer un préjudice, à ce moment-là, on considère que mon droit cesse ou que, si je l'ai fait, je dois vous indemniser. Ça, c'est l'abus de droit au sens du... Enfin, c'est l'abus d'un droit, ce qu'on appelle, en théorie, on va dire, générale du droit, un droit subjectif. Un droit subjectif, c'est comme le droit de propriété, c'est un droit qui m'appartient et dont je peux faire ce que je veux. Sur la question de la réparation de l'associé pour la violation d'une convention de vote, je crois avoir répondu à cette question, mais je regarderai parce que je vois que la question est peut-être plus longue. Bon, ça c'est l'abus de droit au sens abus d'un droit subjectif. Quand on parle du droit de vote, ce n'est pas un droit subjectif, parce que le droit de vote de l'associé, ce n'est pas un droit qui lui est donné pour faire tout ce qu'il souhaite, uniquement dans son intérêt à lui, c'est ce qu'on appelle un pouvoir. Un pouvoir, il y a un auteur qui est mon collègue, le professeur Emmanuel Gaillard, qui a fait sa thèse sur la notion, et c'est une thèse qui est extrêmement utile, je la résume ici en une phrase, mais il nous dit qu'à côté des droits subjectifs, exemple le droit de propriété, il y a des prérogatives, ce qu'il appelle les pouvoirs, qui sont donnés à quelqu'un dans un intérêt au moins partiellement distinct du sien. Le droit de propriété sur mon bien, j'en fais ce que je veux. Si en revanche, je suis gérant d'une indivision, j'ai peut-être un droit de propriété sur le bien parce que je suis un des indivisaires, mais je dois gérer le bien aussi dans l'intérêt d'autres personnes. Donc ce n'est pas dans mon intérêt exclusif, dans mon seul intérêt individuel. Le droit de vote, c'est un pouvoir, au sens donné par Emmanuel Gaillard, pour ceux qui ont perdu la référence. Donc, qu'est-ce qui vous manque? Pouvoirs qui sont donnés à une personne dans un intérêt au moins partiellement distinct du sien. Un associé qui vote en assemblée, il vote aussi dans quel intérêt, à votre avis? Dans l'intérêt de la société. C'est une prérogative finalisée, c'est une prérogative qui n'est pas là pour satisfaire uniquement l'intérêt de l'associé, mais qui est là pour satisfaire aussi l'intérêt de la société. Pas seulement, ce n'est pas une entreprise complètement désintéressée. Moi, j'aimerais bien avoir du dividende. Quand on va voter sur le dividende, c'est pour que je le reçoive moi, ce n'est pas pour qu'il aille à d'autres.
Donc ça sert aussi mon intérêt personnel. Mais le droit de vote, il est donné aussi dans l'intérêt de la société ou dans l'intérêt collectif du groupement des associés. Donc, si le droit de vote, c'est un pouvoir qui doit servir l'intérêt social, est-ce que quelqu'un qui vote mal, qui vote contre l'intérêt social, est-ce qu'il vote toujours de manière valable? Eh bien, peut-être pas. Je dis peut-être pas parce qu'on a le droit de se tromper. Imaginons que notre société a le choix, c'est notre assemblée qui va voter là-dessus, ce n'est pas les dirigeants, on va faire voter la société sur notre fournisseur. On fait une activité, je ne sais pas, on produit, on est une société de boulangerie par exemple, et on doit choisir entre deux contrats de fourniture de farine. Il y a un contrat qui est, c'est deux farines bio, il n'y a même pas de distinction là-dessus, mais il y a un contrat qui coûte beaucoup plus cher que l'autre. Mais on connaît, on a déjà fait un an avec ce fournisseur-là, mais c'est 30% plus cher. Est-ce qu'on prend le risque du fournisseur moins cher, mais qu'on ne connaît pas, ou est-ce qu'on va vers celui qu'on connaît à 30% plus cher? Qu'est-ce qui est le mieux pour l'intérêt de la société? Je ne sais pas. C'est vous les actionnaires qui pouvez le savoir éventuellement. C'est vous qui décidez comment vous gérez votre société. Peut-être que c'est mieux la stabilité à plus cher, peut-être que c'est mieux moins cher, mais avec un risque. J'en sais rien. Personne, à part vous, les actionnaires, est en mesure de dire ce qui est mieux pour l'intérêt social. L'année prochaine, ça sera peut-être possible de dire, finalement, on a pris le moins cher, mais il nous a claqué dans les doigts au bout de 2 mois, et donc on a dû aller voir l'autre, mais l'autre ne pouvait plus, donc finalement, on comprend que ça aurait été mieux d'aller voir tout de suite celui qu'on connaissait. Mais vous voyez, ce n'est pas facile de dire à coup sûr ce qui est bon pour l'intérêt social, ce qui est moins bon pour l'intérêt social. Si maintenant ils fournissent exactement la même prestation, mais qu'il y en a un qui est 30% plus cher, on voit bien que prendre le 30% plus cher à situation parfaitement égale, je crois qu'on peut dire que c'est moins bon pour l'intérêt de la société. Mais si vous votez quand même pour le plus cher, votre vote, c'est un mauvais vote pour l'intérêt de la société. Peut-être que votre responsabilité pourrait être recherchée parce que, pourquoi vous faites ça? Oh, moi je m'en fiche, hein, moi j'appuie sur les boutons, moi je dis oui, non. Et puis celui-là, il était plus beau garçon que l'autre là, donc bon, voilà. On peut imaginer ce genre de choses. Bon, c'est sans doute une faute de voter de manière désinvolte, négligente, etc. Mais le vote, il est toujours valable. Par contre, et c'est là qu'on arrive dans l'abus du droit de vote, si vous détournez votre droit de vote, et ça veut dire 2 conditions. On parle là d'abord, il y a 2 abus, il y a l'abus de majorité, l'abus de minorité. On parle de l'abus de majorité pour commencer. C'est quoi l'abus de majorité? C'est vous les majoritaires, vous faites prendre à la société une mauvaise décision pour elle. Mais là, il y a 2 conditions en réalité. Vous lui faites prendre une mauvaise décision, vous prenez le prestataire le plus cher, mais vous le faites, il ne suffit pas de se tromper, de mal voter. Il faut mal voter de manière intentionnelle et pour s'avantager. Vous faites ça, pourquoi? Parce que vous voulez vous avantager. Pourquoi? Parce que la société prestataire, c'est votre société ou la société de vos amis. C'est pas juste vous vous êtes trompé et peut-être que votre responsabilité pourrait être recherchée. C'est la validité même de votre vote qui peut être remise en cause. Parce que quand vous votez, vous exercez votre droit d'une manière qui est
c'est même pas que fautive, c'est vous détournez votre droit, vous ne votez plus dans l'intérêt social, vous votez intentionnellement dans votre intérêt à vous. Et donc, la jurisprudence, ça a été posé par un arrêt de la Chambre commerciale du 18 avril 1961, l'arrêt des anciens établissements Picard à l'époque, mais ça a été repris, je ne crois pas que c'était du surgelé à l'époque, ça ne s'écrit pas pareil, ça a été repris par bon nombre d'arrêts depuis, constitue un abus de majorité le fait de voter contrairement, enfin de faire prendre à la société une décision contraire, première condition, à l'intérêt social, dans le but d'avantager les majoritaires au détriment des minoritaires. Donc c'est faire prendre une décision contraire à l'intérêt social pour avantager les majoritaires au détriment des minoritaires. Les majoritaires ont fait leur société de farine qui coûte 3 fois plus cher que les fournisseurs normaux. Ils font contracter la société avec leur propre société. Ils le font, c'est une décision contraire à l'intérêt social, et ils le font pour s'avantager parce que l'argent qu'ils détournent par ce biais, eux vont le récupérer, et c'est autant de bénéfices en moins à distribuer pour les minoritaires, ou c'est des apports en moins à reprendre pour les minoritaires. C'est des pertes en plus pour les minoritaires. Donc on a ces deux conditions. Dès que vous avez un contentieux entre associés, c'est assez fréquent qu'on aille commencer à contester les décisions qui ont été prises. Vous avez de la jurisprudence sur toute une série de décisions. Je prends quelques exemples. Changer de siège social, mais pourquoi est-ce qu'on déplace le siège ? Pour aller mettre la société dans un immeuble qui appartient à l'associé majoritaire, où le loyer est trop cher, où l'immeuble est mal situé. Donc c'est mauvais pour l'intérêt social, mais ça permet aux majoritaires de capter un avantage que les minoritaires n'ont pas. Autre type de décision, il y a beaucoup de contentieux là-dessus, on a un bénéfice important. Vous, les minoritaires, vous espérez qu'on va distribuer du dividende. On ne le distribue pas parce que moi, le majoritaire, je garde tout en réserve. Alors, on peut se dire, mais ce n'est pas mauvais pour la société de garder tout en réserve. Mais en réalité, je prends cette décision, je m'en fiche de l'intérêt social. On n'utilise pas l'argent qu'on met en réserve, c'est juste que je ne veux pas que vous le preniez sous forme de dividende. Et je fais ça pourquoi ? Pour m'avantager, parce que moi, pendant ce temps, moi je ne me distribue rien non plus, mais je reçois peut-être des rémunérations de dirigeants par exemple. Et puis surtout, pourquoi je fais ça ? Je fais ça parce que dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous en aurez marre de ne jamais rien recevoir, et vous allez dire, ben moi j'en ai marre, je vais essayer de trouver quelqu'un pour vendre mes actions, et moi je vais dire, si ça vous intéresse, je connais quelqu'un qui est intéressé, il pourrait vous racheter vos actions. Ah oui, ben je les ai achetées 1 000 € à l'époque. Ah oui, forcément, ça vaut beaucoup moins cher. Il y a des réserves très importantes, ça ne peut pas valoir beaucoup moins cher. Oui, mais attendez, avant qu'on distribue quelque chose, vous savez, la société moi, actionnaire majoritaire, la société ne distribuera jamais rien. Donc, au bout d'un moment de guerre lasse, vous allez accepter de revendre vos actions à la personne que je vous indiquerai ou à moi-même. C'est une forme d'abus de majorité. Donc il y a 2 conditions, mais on peut l'avoir aussi pour d'autres choses, comme par exemple changer l'objet social. On peut l'avoir pour changer de forme de société. On passe dans une forme de société qui ne sert qu'à avantager certains associés au détriment des autres. Bon. Donc, ça, c'est l'abus de majorité. Et quand on a un abus de majorité, il y a 2 sanctions envisageables. La première sanction, c'est la nullité de la décision abusive, et non pas abusée. Donc, la nullité de la décision abusive. Et l'autre sanction, que pourrait demander la société elle-même d'ailleurs, on a fait changer le siège social pour aller dans un immeuble très éloigné,
mais qui m'appartient à moi, associé majoritaire. Le bail, le loyer est hyper cher, la société est très gênée par ce nouveau siège social. Eh bien, vous les minoritaires, ou le dirigeant de la société, si ce n'est pas moi, saisit le juge et demande au juge de faire annuler la décision pour abus de majorité. Petite information de droit prospectif, tel que le projet de loi Pacte est rédigé, il remet en cause cette solution parce qu'il prévoit qu'il n'y aura pas de cas de nullité en cas d'atteinte à l'intérêt social. Pourquoi est-ce qu'il dit ça, le projet de loi Pacte? Parce qu'il va élargir l'intérêt social à la protection de l'environnement et aux conséquences sociales, et du coup, pour éviter qu'il y ait des contentieux là-dessus, il dit on ne peut pas demander la nullité parce qu'une décision est contraire à l'intérêt social. Mais en faisant ça, tel que c'est rédigé, ça va venir taper dans notre jurisprudence sur l'abus de majorité. Donc, aujourd'hui, en tous les cas, en droit positif, aujourd'hui, sanction de la nullité, première chose. Autre sanction, des dommages et intérêts. Celui qui vote de manière abusive engage sa responsabilité à l'égard de la société, à qui il fait prendre une mauvaise décision, et sans doute aussi à l'égard des actionnaires ou des associés minoritaires, puisqu'il tente et réussit à leur causer un préjudice en faisant prendre à la société des décisions qui les désavantagent alors que lui est avantagé. Mais la première victime, c'est la société. Ça, c'est l'abus de majorité. Et on a un autre abus qui est l'abus de minorité ou abus négatif, l'autre étant l'abus positif. L'abus négatif, c'est quoi? C'est je suis minoritaire et j'ai une minorité de blocage. Par exemple, il faut un vote à 75% et j'ai 30% des droits de vote. On doit changer l'objet social pour l'étendre à une activité nouvelle, sinon la société ne va pas survivre. On faisait de l'hôtellerie et on a envie de faire de la prospection dans la location d'appartements parce qu'on se dit qu'on doit se développer, sinon on va se faire manger par Airbnb par exemple. Donc c'est très important de changer notre objet social pour l'ouvrir à de nouvelles activités. Moi j'ai 30% des droits de vote, mais je n'ai pas envie qu'on fasse ça. Je peux ne pas avoir envie parce que je crois vraiment à l'hôtellerie et que pour moi, c'est dangereux de faire du Airbnb, on va le faire moins bien qu'eux, c'est pas une bonne idée, moi je suis contre. Mais si je suis contre parce que je joue vraiment mon rôle d'associé, très bien. Je me trompe peut-être, d'où l'intérêt que je n'ai pas de droit de vote double comme on disait tout à l'heure. Ah mais moi j'ai toujours fait comme ça, moi j'ai fait de l'hôtellerie depuis que j'ai commencé à travailler, et l'hôtellerie on l'a fait, on ne fait pas autre chose, donc moi je refuse qu'on change l'objet social. Vous allez vous dire, mais c'est vraiment une vision passéiste des choses, il faut changer les choses, mais si j'ai ma minorité de blocage, je bloque. Et je bloque parce que je crois que c'est la meilleure chose pour la société. Mais si par contre, je bloque parce que j'ai fait ma propre société de plateforme de location d'appartements et que j'ai surtout pas envie que notre société vienne concurrencer ma plateforme, ma société à moi, là, si je refuse de voter, je le fais contrairement à l'intérêt de notre société et je le fais pour m'avantager au détriment des autres associés. Je n'ai pas envie que le bénéfice que je tire de mon activité, qu'il soit capté par une autre société. Donc là, on voit bien que, pareil que pour l'abus de majorité, je suis en train de détourner mon droit de vote de sa fonction, puisque je ne vote plus pour le meilleur de l'intérêt de notre société, je vote de manière égoïste pour moi, en réalité. Mais là où c'est différent, la jurisprudence l'a reconnu aussi, l'abus de minorité. Mais elle a mis un frein, si vous voulez, parce que le risque, c'est quoi? Le risque, c'est l'abus de majorité. Il y a
des minoritaires qui arrivent devant le juge, ou la société qui arrive devant le juge et qui dit « Regardez ce qu'ils ont fait faire à la société, elle est toute cassée ». Le juge arrive, il voit que la société a pris une mauvaise décision. Elle a changé de siège social, c'est très mauvais pour elle, elle a perdu tous ses clients. On voit que la décision était un abus de majorité. L'abus de minorité, c'est des associés majoritaires qui vont voir le juge et qui disent « Regardez, le méchant minoritaire nous empêche de prendre une décision qui serait une décision bonne pour l'intérêt social. » La différence, c'est que dans l'abus de minorité, on est en train de demander au juge d'obliger la société à prendre, de permettre que la société prenne une décision qu'elle n'a pas encore prise. Parce qu'on dit au juge, prendre la décision serait bon pour la société, ne pas la prendre serait mauvais. Mais vous voyez la différence. L'abus de majorité, on demande au juge de dire qu'il faut réparer les pots cassés. Alors que dans l'abus de minorité, on dit au juge que le futur de la société suppose qu'on prenne telle décision. Mais on oblige le juge à prendre un risque. Et donc, comme le juge ne veut pas prendre trop de risques, je ne dis pas ça, c'est pas pour vous dire que les juges sont trouillards, c'est pour dire que le juge veut rester dans un rôle de juge, il ne veut pas être chef d'entreprise à la place des associés. Le juge a dit, moi je n'accepte de reconnaître qu'il y a abus de minorité que si la décision litigieuse, que si vous me montrez que la prendre, c'est essentiel pour la société, et certaines décisions disent même que prendre la décision est indispensable à la survie de la société. C'est pas juste, ça serait une belle opportunité d'aller acheter tel immeuble pour le louer. Il faut montrer au juge que si on ne change pas notre activité, on a un rapport d'un expert qu'on a demandé qui montre que dans 2 ans, il n'y a plus de société. Parce qu'on perd tellement de parts de marché à cause de la concurrence des plateformes que si on ne modifie pas l'objet social, on est fichu à coup sûr. Je vous donnerai quelques références sur l'abus de minorité et on verra les sanctions, mais on voit ça dès lundi prochain. Merci de votre attention soutenue, chers amis.